Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir pour parler d'un sujet solaire, puisqu'on va parler du soleil. Juste 2 mots rapides d'introduction pour ceux qui ne connaissent pas ce cycle de rencontres S'inspirer, respirer. Juste rappeler que l'idée ici, c'est d'ouvrir un espace de discussion, de réflexion autour de l'actualité, du monde de la pensée, des sciences humaines et sociales, avec toujours l'idée implicitement de dire que ce qui se passe dans le monde de la pensée a forcément un écho, un reflet, résonne dans le monde de l'art lui-même. Et l'idée, c'est de pouvoir comme ça aborder des sujets qui sont peut-être, disons, à la confluence du champ artistique et du champ, j'allais dire, philosophique et politique au sens large. Des exemples récents, on a pas mal parlé depuis ces derniers mois de sujets autour de la question évidemment du vivant, de l'écologie, la question des colères sociales aussi, la question des féminismes aussi, aujourd'hui des nouvelles pensées féministes, la question de la psychiatrie, des droits de la nature, de l'abondance, enfin des sujets disons de société qui sont disons dans notre époque et qui intéressent à la fois, j'allais dire, le monde de la pensée lui-même, philosophes, sociologues, anthropologues, économistes, sociologues, mais également les artistes eux-mêmes, voilà. L'idée n'est pas de proposer ici des discussions autour de la théorie de l'art, mais à partir de la théorie de la pensée, se dire que peut-être ça peut avoir un écho dans le monde de l'art lui-même. Et il se trouve qu'on a changé un tout petit peu, on a décidé de changer un tout petit peu les règles du jeu là à partir de cette rencontre ici, en disant que maintenant on allait peut-être aussi se raccrocher plus à l'actualité des expositions de la Fondation Pernod Ricard elle-même, avec l'idée de pouvoir non pas venir accompagner une exposition ou la commenter ou disons débattre autour d'elle, mais à partir de cette exposition, à partir de ce qu'elle propose, de ce qu'elle suggère, d'un sujet, d'un univers, d'une question, l'idée de proposer de faire un pas de côté ou disons s'approprier disons un sujet pour essayer de le prolonger différemment. Et il se trouve que la prochaine exposition de la Fondation qui va s'ouvrir la semaine prochaine, de l'artiste allemande Katinka Bock, qui est une sculptrice allemande et une photographe aussi, m'a donné envie d'organiser cette rencontre. Alors, cette exposition s'appelle en allemand Der Sonnenstich. Je le prononce avec mon accent d'allemand de germaniste d'il y a bien longtemps, hein, qu'on traduit en fait en français par l'insolation, ou mieux apparemment, la piqûre de soleil, qui je trouve une expression évidemment assez belle, assez poétique, qui est d'ailleurs issue d'un poème. Et la piqûre de soleil m'a donné envie d'inviter Emma Karenini, qui est philosophe, qui avait publié l'année dernière un premier livre qui m'avait assez impressionné. Je me souviens à l'époque, c'est toujours impressionnant aussi de voir les premiers livres parce qu'on voit un auteur ou une autrice émerger. C'est assez émouvant toujours un peu un premier livre. Un livre qui s'appelle Soleil, mythe, histoire et société. Et il se trouve que la piqûre de soleil, c'est un peu, disons, l'un des peut-être des enjeux de cette réflexion, parce qu'en effet, dans cette expression, on peut entendre plein de choses, hein. La piqûre de soleil, évidemment, le soleil, ça pique, mais le soleil, ça aussi, ça réconforte, ça, disons, ça active des corps, ça donne de l'énergie, ça ouvre des horizons. Et c'est autant de questions c'est une ressource à la fois énergétique et existentielle. Et c'est l'un des enjeux du livre d'Emma Karenini, c'est précisément de déployer cette hypothèse que le soleil, qui peut paraître comme un sujet ou un objet, disons, un élément naturel évident, qui ne pose pas de questions. Le soleil, ça se couche, ça se lève, il est parmi nous, c'est une évidence, et on ne pense pas à l'interroger. Et vous en faites vraiment un objet de réflexion. Alors, avec une perspective à la fois philosophique, mais aussi technique, scientifique, parce que c'est un livre qui est aussi nourri, pétri, à la fois d'histoire de la philo, mais aussi d'histoire des techniques. Et c'est important parce que c'est vrai que vous les entremêlez constamment dans le livre. On va en parler, bien sûr, pour aborder un peu ce sujet et en faire du soleil presque ce que vous appelez, vous, une valeur. Et j'allais dire presque même une sagesse. On essaie de comprendre dans ces discussions qu'est-ce que vous entendez par valeur et qu'est-ce que serait la sagesse du soleil. Et c'est vrai que le soleil ne peut pas se raccrocher uniquement à l'idée d'un divertissement estival, ce que évidemment chacun d'entre nous aime en général. Bon, même si je connais beaucoup de gens qui supportent pas le soleil, hein, en tout cas qui ont besoin de le fuir, mais globalement quand même
la majorité des gens en ont besoin. Et on voit bien que depuis 2 jours, le fait d'avoir un peu de soleil dans Paris, c'est quand même pas mal. On voit bien que ça active des sens et c'est pas non plus anodin. Alors, dans le monde de l'art, évidemment, la présence du soleil est évidente. Il y avait une exposition, vous l'avez peut-être vue là récemment, là, au musée Marmottan, je crois, qui s'appelait Soleil, je sais plus comment, sur l'histoire du soleil, enfin dans la représentation du soleil dans l'histoire de l'art, bon, qui est évidemment extrêmement dense, de Dürer à Vallotton, Claude Monet, évidemment, Impression Soleil Levant, dont on fête l'anniversaire. Mais il y a plein d'autres œuvres d'art contemporaines qui, évidemment, s'intéressent à ce sujet. Je pense à une œuvre qui a marqué l'histoire de l'art contemporain, qui est l'œuvre de l'artiste islandais Olafur Eliasson, qui avait fait une énorme installation magnifique au début des années 2000 à la Tate Modern à Londres, qui s'appelle The Weather Project, qui était une sorte d'installation gigantesque. On vit un énorme soleil dans la grande entrée de la Tate Modern, qui est un endroit hallucinant. Et c'était très troublant parce que cette installation générait des réactions extrêmement fortes dans le public, comme une sorte de rituel, presque chamanique, je ne sais pas comment dire. Les gens s'allongeaient par terre, je l'ai vu, s'allonger par terre, rester des heures sous ce soleil, voilà, un peu, disons, fasciné par l'idée qu'ils se font de son pouvoir. C'est pour dire que voilà, le soleil est un sujet aussi du monde de l'art lui-même. Alors peut-être, pour commencer la discussion, Emma, je voudrais vous demander, en fait, revenir peut-être à l'origine de votre irradiation. C'est que d'où vient le fait que vous avez été piqué par le soleil? Qu'est-ce qui a fait que pour vous, le soleil était un sujet de réflexion, surtout pour un premier livre de philosophie? Je n'ai pas dit, mais vous êtes prof de philo aujourd'hui au lycée, vous êtes agrégé de philo, donc vous avez le background de la philosophie. Pourquoi le soleil, pour vous, s'est imposé comme un sujet? Vous connaissez cette phrase de Gilles Deleuze, que j'aime bien, et qui relisait Platon, disait que, en gros, il y a 2 sortes de choses. Il y a les choses qui laissent la pensée tranquille, et puis il y a les choses qui forcent à penser. Et en quoi le soleil vous a forcé à penser précisément? Alors, au départ, c'est un sujet très personnel et qui vient de l'enfance, puisque je viens du sud de la France. Et c'est un endroit où, évidemment, il y a beaucoup de soleil. Et donc, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée, d'abord juste d'un point de vue empirique. Et après, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tirer le fil historique et philosophique, d'essayer de comprendre finalement quel a été notre rapport au soleil en tant qu'humanité. Alors ça paraît un travail énorme et mon livre ne prétend pas à l'exhaustivité, mais voilà, ce qui m'a intéressée, c'est essayer de comprendre comment ce soleil nous a influencés dans nos représentations, dans nos systèmes religieux, dans nos systèmes moraux. Et finalement, comme vous l'avez dit, cet astre qui est si évident, qu'on voit se lever, se coucher tous les jours, en fait, essayer de montrer qu'il n'est pas si évident, qu'on peut s'en étonner, qu'on peut finalement en faire un objet de réflexion. Quelque chose qui peut nourrir une réflexion historique aussi, de ce point de vue qui est finalement un point de vue pas très exploré. Quand on fait l'histoire, généralement, on parle des événements, on parle de la guerre, on parle de l'économie. Donc on parle de toutes ces causes, de ces causes très, très visibles. Mais je reprends un peu la perspective de Montesquieu qui dit mais il n'y a pas que les causes politiques, il n'y a pas que les causes économiques, il y a aussi les causes naturelles qui vont influencer l'histoire, qui vont influencer les sociétés. Et le soleil en fait partie, la lumière en fait partie. Et pour lui, par exemple, ça faisait partie de la différence culturelle entre les nations. Et à mon avis, c'est un postulat historique intéressant à explorer en tout cas. Vous parliez de vos souvenirs d'enfance, mais est-ce que vous avez déjà la conscience vous preniez la mesure de l'importance du soleil dans votre vie? Enfin, vous arriviez à le définir, ça? Non. Non. En fait, on prend conscience de cette importance quand on le quitte, puisque quand on arrive dans un environnement où il y a moins de soleil, forcément, on se rappelle qu'il y a des endroits où effectivement il fait beau presque tous les jours. Et bon, voilà, on n'a pas tous la même sensibilité à la lumière, peut-être. Donc, quand un jour à Paris, dans le temps maussade et gris, vous êtes dit, je n'en peux plus, il me faut du soleil, j'y vais y réfléchir? Exactement, mais en fait, on peut rationaliser ça d'un point de vue juste médical. Il y a des gens qui parlent de dépression due à l'absence de soleil, et donc c'est quelque chose d'abord de physiologique. Enfin, ça n'a rien de poétique ou
voilà, c'est une hypothèse, c'est une explication. Ça peut recevoir une explication scientifique. Quand on n'a pas assez de lumière, voilà, on n'est pas toujours au top. Alors, vous disiez que c'était un sujet qui avait bizarrement, on peut dire, pas forcément été traité ou questionné de manière frontale, j'allais dire, par la philosophie elle-même. Et en même temps, tout le livre prouve un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, vous expliquez que, et c'est même un des fils un peu importants de votre réflexion, c'est de dire que le soleil a conditionné l'histoire de la pensée, et donc la pensée la plus belle d'ailleurs de la philosophie elle-même. Vous parlez de la pensée du midi, on va en parler avec Nietzsche, qui a été un auteur très important, qui a théorisé ça beaucoup, l'importance du soleil dans l'activation de son énergie spirituelle. Mais vous parlez d'énormément d'auteurs, de Virgile, oui, à Camus, en passant par Paul Valéry, bon, on voit bien, et vous parlez même d'un sentiment du midi, et en laissant entendre que finalement, toute la pensée occidentale, on va mettre le reste de la pensée, disons peut-être un peu à part, on peut en reparler, mais donc la pensée occidentale a une dette envers la lumière, notamment méditerranéenne. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par sentiment de midi? Quelle est la nature de ce sentiment? Qu'est-ce qu'elle désigne? Alors, quand je parle de cette dette de l'Europe envers la lumière, en fait, je reprends une hypothèse qui a été formulée par Paul Valéry, qui disait, en fait, il se demande, il pose la question, demandez-vous comment pu naître une pensée philosophique. Et pour lui, on ne peut pas répondre à cette question autrement qu'en se transportant au bord de la Méditerranée, dans un endroit très lumineux. Alors, c'est une hypothèse poétique, c'est-à-dire que ça n'a rien de scientifique. Néanmoins, ça dit quelque chose très intéressant, je trouve, qui est de dire que la pensée a toujours aussi des origines empiriques, c'est-à-dire des origines concrètes, en fait. Et qu'un environnement, un milieu physique, peut avoir des conséquences, en tout cas des effets, sur des choses aussi abstraites que la pensée. Alors, donc il se demande, voilà, comment est-ce que a pu naître une pensée philosophique. Il pense que la lumière de la Méditerranée est une des causes de la naissance de la philosophie en Grèce, qui est une belle hypothèse. Et il dit par exemple que cette lumière a été très importante, notamment pour la connaissance et pour la science. Et il reprend, en fait, j'essaye d'illustrer cette idée avec Aristote. Aristote qui dit que la connaissance commence avec le visible, commence avec ce qui est visible, c'est-à-dire que quand vous avez la lumière, les formes peuvent se dessiner, et donc vous pouvez distinguer des choses, vous pouvez distinguer des multiplicités de différences, et c'est là que vous pouvez commencer à connaître. Donc cette lumière a été très importante, selon lui, dans la naissance de la philosophie et dans la naissance du désir de connaissance. Il parle aussi d'exemples très concrets. Il dit que c'est grâce à ce soleil, par exemple, qu'on peut commencer à mesurer la hauteur d'une pyramide grâce à l'ombre d'un bâton, et aussi qu'on peut mesurer le temps, puisque grâce au cadran solaire. Donc à chaque fois, il montre que la lumière a été très importante dans cette aspiration à la connaissance, autant d'un point de vue mathématique, scientifique, physique. Et je trouve que c'est une hypothèse très belle, qui nous dit quelque chose, même si évidemment elle n'est pas scientifique et qu'on peut énoncer d'autres causes à la naissance de la philosophie, évidemment. Mais puisque vous êtes sur Aristote, restons-y, parce que vous abordez beaucoup, disons, l'origine de la mythification du soleil, de l'importance dans nos vies, et vous rappelez, on va en parler peut-être tout à l'heure, des mythes du culte solaire, mais la civilisation grecque, c'est quand même le fondement de tout. Et il y a plusieurs auteurs clés, je pense, sur lesquels j'aimerais bien vous entendre. C'est évidemment le mythe de Prométhée, notamment chez Échille, qui est vraiment essentiel dans l'histoire du soleil. Mais évidemment, un autre mythe extrêmement célèbre, fondateur de l'histoire de la philosophie, c'est évidemment le mythe de la caverne de Platon, où le soleil est précisément oui. Voilà, l'accès à la connaissance. Et puis il y a Sénèque aussi, Sénèque qui est donc toute la pensée stoïcienne, qui pour vous fait du soleil presque un allié de la vie bonne. Comment vous pourriez résumer, disons synthétiser l'importance de la civilisation grecque dans l'importance du soleil? Alors c'est vrai que le soleil est présent dans beaucoup de mythes,
beaucoup de mythes grecs. On pourrait parler aussi de Icare et d'autres. Le mythe de Prométhée d'Échille, que je cite aussi dans le livre, est très intéressant. Parce que, donc, normalement, quand on parle du mythe de Prométhée, on en parle comme d'un mythe qui essaye d'expliquer la spécificité de l'homme par rapport aux autres êtres dans la nature. Et en gros, il raconte ce mythe comment l'homme, étant nu dans la nature, n'ayant aucun attribut, vous voyez, les animaux, ils ont le pelage, ils ont les griffes, voilà. L'homme n'a rien. Et donc, l'homme, pour se spécifier et pour s'élever au-dessus de la nature, est doté de la technique qui est symbolisée par le feu. Et dans le mythe de Prométhée d'Échille, ce qui est intéressant, c'est que Prométhée prend la parole et dit c'est moi qui ai fait des hommes ce qu'ils sont. Mais il cite pas le feu. Il cite la gestion de la lumière. Il dit que grâce à moi, avant, les hommes vivaient dans des cavernes, ils étaient aveugles, ils ne savaient pas construire des maisons éclairées par le jour. Ils ne savaient pas profiter des saisons. Comme si, en fait, dans le stade primitif, les hommes étaient des êtres complètement primitifs, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que l'avènement de l'humanité va dans ce mythe avec la gestion de la lumière. Et c'est vrai on peut se dire que, quand on y réfléchit, évidemment, construire une maison éclairée par le jour, en fait, c'est pas si évident techniquement, puisqu'il faut des vitres et il faut que la lumière rentre sans que la chaleur s'échappe. Et donc, à chaque fois, on a cette idée que la lumière est associée à la civilisation, à l'avènement de l'humanité et surtout la gestion de la lumière, la gestion technique de la lumière. Sa maîtrise technique est toujours liée à l'humanité. Et donc, pour revenir à votre question, je pense que à chaque fois, c'est très présent dans tous ces mythes. Cette idée que le soleil est lié à une forme d'humanité, d'élévation aussi dans le mythe de la caverne. Le soleil, donc, qui est, je rappelle rapidement, vous avez donc des prisonniers qui sont dans une caverne. Ça, tous les souvenirs de terminal qui vont si vous avez fait, vous êtes le premier. Et donc, voient des ombres sur la paroi de la caverne et sont délivrés par une personne anonyme qui les amène petit à petit à la surface et qui passe donc de la sphère de la caverne, qui est la sphère de l'opinion, la sphère des apparences, à la surface où il y a le soleil qui représente la vérité. En fait, c'est une analogie. Le soleil est l'idée sensible de l'idée intelligible, c'est-à-dire de la vérité. Et à chaque fois, on a donc cette association entre la lumière et la civilisation et l'élévation de l'homme à chaque fois. Et Sénèque aussi, donc il fait partie un peu de votre panthéon d'auteurs importants sur la question. Oui, parce que Sénèque, en fait, il s'interroge d'un point de vue beaucoup plus pratique. Et il pense, il critique les gens qui vivent la nuit et qui vivent uniquement la nuit en disant que ils perdent leur temps parce que ils ne vivent pas en phase avec les rythmes de la nature. Et bon, c'est une pensée très simple, mais il les qualifie carrément de insensés, donc de fous dans son esprit, parce que pour lui, ce qui est intéressant et ce qui est, je pense, un fil conducteur dans toute la pensée antique, c'est que le rythme de la nature, la loi de la nature, l'alternance du jour et de la nuit, en fait, n'est pas juste un fait naturel, c'est une norme. C'est-à-dire, il faut la suivre, parce que sinon, on est comme désorienté et on perd un peu on perd son axe. Et pour lui, c'est très important de ne pas faire n'importe quoi avec les cycles de la journée, ce qui est intéressant pour nous, puisque en fait, avec l'avènement de l'électricité, et en fait avec la révolution industrielle et tous les progrès techniques qui s'en suivent, en fait, on a une sorte de dissociation de l'humanité avec les rythmes de la nature. Avant, dans les sociétés agricoles, les gens vivaient en phase avec l'ensoleillement, c'est-à-dire que la journée
commençait avec le soleil, elle finissait avec le soleil. Et quand le soleil se couchait, de toute façon, on ne pouvait plus travailler dans les champs, donc on rentrait dormir. Aujourd'hui, on dissocie complètement le rythme de la journée de travail, notamment, avec le rythme de l'ensoleillement. Et ça, en gros, on a des emplois du temps qui sont complètement déphasés par rapport à ces rythmes naturels. Et Sénèque dirait que nous sommes des insensés. Bon, on est quand même tous un peu restés grecs quand même de ce point de vue-là. Mais alors, si on continue l'archéologie un peu de l'importance du soleil dans la civilisation occidentale, on pourrait remonter donc au culte solaire, parce qu'il y en a pas mal de mythes du culte solaire, donc avec l'idée que le soleil est arraché aux dieux. Vous citez notamment par exemple l'époque de l'Égypte pharaonique, où là le soleil est un principe cosmique. Qu'est-ce que c'est tous ces cultes-là ? Qu'est-ce qu'on en a retenu aujourd'hui finalement de tous ces cultes un peu assez fous, quoi ? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand on essaye d'analyser l'histoire des religions, en fait, on se rend compte que les cultes solaires, c'est quelque chose d'assez universel, c'est-à-dire qu'on en trouve autant au Japon qu'en Amérique du Sud, qu'en Afrique, dans tous les endroits du monde, à Stonehenge, etc., dans des zones géographiques très éloignées et dans des périodes pas toujours contemporaines. Donc c'est quelque chose d'assez universel, mais ce n'est pas quelque chose d'intemporel. C'est-à-dire que ça n'a pas toujours existé. Une des découvertes que j'ai faites quand j'ai mené les recherches sur le livre, c'est que en fait, les cultes solaires vont vraiment fleurir avec l'avènement de l'agriculture. C'est quelque chose comme une sorte de rupture temporelle. Les cultes solaires prennent vraiment beaucoup d'importance dans l'humanité. Bon, pour une raison intuitive assez simple, dans le sens où quand votre subsistance et votre vie commencent à dépendre des récoltes, évidemment que le soleil devient très important, et on comprend ce mouvement de l'humanité vers l'astre qui est censé produire les récoltes. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le culte solaire aussi a aussi une fonction politique qui a été presque instrumentalisée de manière stratégique par des dirigeants, par des rois, par des monarques. On pense au roi Soleil, mais moi j'ai essayé d'aller un peu plus loin dans l'histoire. Symboliquement, mais aussi du point de vue des représentations. C'est-à-dire, donc je prends plusieurs exemples dans le livre, notamment le premier culte monothéiste est un culte solaire, qui est le culte d'Aton, de Akhenaton en Égypte, qui instaure un culte solaire pour contrer le pouvoir sacerdotal de son époque et réunir sa population sous un emblème qui est censé représenter sa monarchie, et son pouvoir de roi. Vous avez un autre exemple dans l'Empire romain tardif, c'est l'empereur Aurélien, qui a un problème, c'est que son empire est trop grand. C'est-à-dire que l'Empire romain, à cette époque, est très, très, très élargi, et donc contient des populations très, très, très diverses. Et donc, pour essayer d'unifier ces populations, il va instaurer un culte solaire, qui est le culte du Sol Invictus. Alors, lui, il s'intéresse à ça pour des raisons théoriques, parce qu'il est très néo-platonicien, il lit beaucoup de littérature là-dessus, mais aussi parce qu'il voit un intérêt stratégique en se disant, le Soleil, tout le monde le connaît, tout le monde sait ce que c'est, et ça va réunir des gens totalement différents. Donc, en fait, le soleil devient un principe de légitimité, dans le sens philosophique de légitimité, c'est-à-dire quand vous dites qu'un pouvoir a une légitimité, ça veut dire que les gens peuvent se reconnaître dans ce pouvoir et acceptent d'y obéir. Et donc, si vous affublez votre pouvoir du soleil, quelque chose qui est assez familier pour tout le monde, qui en plus a la caractéristique de ne pas être anthropomorphique, les gens en fait acceptent et trouvent ça, c'est quelque chose d'assez universel en fait. Donc c'est à la force d'un astre qui est dans ce culte à la fois pas anthropomorphique, on peut pas plaquer des choses humaines, ou vous voyez, c'est pas
dieu avec une barbe blanche, quoi. Et en même temps assez concret parce que tout le monde voit le soleil, tout le monde sait ce que c'est. Et donc ça a été intéressant parce que ça a été comme une sorte de promesse de rassemblement pour certains politiques. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir les cultes solaires de ce point de vue. Ah, vous détaillez beaucoup de manière très précise. D'ailleurs, j'allais vous demander comment vous faites, parce que vous n'avez pas une connaissance, enfin, vous n'êtes pas ingénieur non plus, que le soleil, en fait, c'est une conquête. Vous insistez beaucoup dessus, c'est une conquête technique, puisque tout l'enjeu de notre civilisation, c'est en effet de maîtriser précisément l'ensoleillement et ses effets, pour en faire ce que vous appelez une valeur énergétique. Comment vous pourriez définir ce que vous appelez une valeur énergétique du soleil ? En quoi elle est cette valeur-là, justement, précisément, et énergétique, justement. Parce que vous expliquez qu'elle... Bon, je vous laisse expliquer. Alors, effectivement, d'un point de vue énergétique, c'est très intéressant parce que le soleil est une énergie abondante. On reçoit une quantité incroyable d'énergie solaire. Sauf que le problème de l'humanité, c'est que cette énergie qu'on reçoit en abondance, elle n'arrive pas à la capter. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à l'utiliser à ses propres fins pour faire chauffer l'eau, etc. Et donc, la thèse que je soutiens dans le livre, qui est un peu un fil conducteur, c'est de dire que l'histoire de l'humanité est un peu l'histoire de l'optimisation des moyens techniques pour essayer de capter cette énergie du soleil. Alors, il y a eu plusieurs manières de la capter. La première manière, la plus primaire et la plus évidente, c'est l'agriculture. Puisque par l'agriculture, vous captez une énergie calorifique grâce à la photosynthèse des plantes. Donc ça a été une première manière indirecte de capter cette énergie du soleil. Ensuite, vous avez tout ce qui est architecture solaire, qui naît à partir d'un certain moment. Et c'est intéressant d'ailleurs de s'interroger sur les moments de naissance de l'architecture solaire en Grèce, puisque en fait c'est un moment, donc c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est un moment où vous avez des pénuries de bois. Donc la déforestation et les pénuries énergétiques ne sont pas un problème seulement contemporain. Vous avez déjà ce problème-là à l'époque, à cause de la transhumance, à cause d'une trop grande consommation de bois. Et d'ailleurs, Platon s'en plaint dans le Critias en disant que les plaines sont échevelées et qu'il n'y a plus d'arbres et c'est l'horreur. Et donc, naît à partir de ce moment-là une réflexion sur comment est-ce qu'on va faire pour alimenter et pouvoir se réchauffer malgré ce déficit de bois. Et donc, on se tourne vers le soleil et on se dit ah oui, ça pourrait être pratique de pouvoir capter ou en tout cas utiliser au maximum cette énergie, cette chaleur. Et donc vous avez le début de l'architecture solaire avec des villes qui sont construites exprès pour capter l'énergie du soleil. J'en cite quelques-unes, dont Olynte, qui est une ville sur un plateau et qui a la particularité d'être construite selon un plan hippodamien, c'est-à-dire un plan perpendiculaire qui assure l'égalité d'exposition de tous les logements. De sorte qui est très intéressant d'ailleurs du point de vue de la mentalité des Grecs, c'est-à-dire que l'égalité doit aller jusque dans l'ensoleillement. Et après, donc, pour revenir à cette optimisation de la captation de l'énergie solaire, évidemment, tout ce qui est panneaux solaires, en fait, arrive très tardivement dans l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est... 25 siècles plus tard, vous voulez dire presque. Voilà, et donc, entre-temps, voilà, vous avez par exemple des tentatives assez peu connues, parce que c'était secret, notamment de Léonard de Vinci, qui avait fait des plans pour construire des miroirs de plusieurs kilomètres carrés pour essayer d'alimenter en chaleur les usines de la ville. Donc il avait déjà cette intuition que le miroir pouvait capter cette énergie. Bon, ça n'a pas été réalisé. Et par ailleurs, c'était dans des cahiers secrets scellés. Donc voilà, en tout cas, c'était pas un projet qui était prévu. Mais donc voilà, vous avez plein de projets comme ça entre-temps. Vous parlez d'Archimède aussi souvent. Archimède, ouais. Voilà, avec ses miroirs pour repousser l'ennemi avec ses miroirs. Et
Et donc voilà, tout le propos, c'est de dire que finalement, une société qui est capable de capter directement l'énergie du soleil, en fait, est une société assez sophistiquée techniquement. Et quand on y réfléchit, quand on pense aux énergies, en fait, c'est intéressant de se dire que le soleil est l'origine de absolument toutes les énergies, hormis l'énergie nucléaire. Puisque, je prends quelques exemples, mais par exemple, l'énergie éolienne, c'est d'abord le soleil qui chauffe des masses d'air, ça crée un différentiel qui crée du vent, et alors, ensuite cette énergie cinétique est captée pour faire de l'électricité, donc d'abord c'est d'abord du soleil. Je sais pas, par exemple, l'énergie hydraulique, c'est le soleil qui chauffe les océans, qui ensuite s'évapore, condensation, qui crée une énergie mécanique, etc. Le charbon, le pétrole, tout ça, c'est de l'énergie qui est stockée dans des sols qui d'abord étaient des plantes qui ont capté le soleil par la photosynthèse, etc. Donc à chaque fois, on se dit, le soleil, c'est l'origine de toutes les énergies. Et quand on pense que... quand on a découvert le charbon, en fait, on a consommé en très peu de temps ce qui avait mis des millions d'années à se constituer. Pensez au temps que met une forêt pour devenir du charbon. C'est énorme. Et donc, en fait, on a comme brûlé un peu les stocks d'énergie solaire qui étaient en fait d'énergie solaire au départ. Mais c'est intéressant parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie solaire aujourd'hui au XXIe siècle? Vous défendez l'idée que capter l'énergie solaire directe, c'est notre horizon absolu. On aimerait bien, oui. Et pourquoi, à votre avis, cette idée-là n'est pas à ce point-là aujourd'hui forte dans le débat public En fait, je pense que ce sont avant tout des obstacles techniques. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à rendre ça assez rentable pour l'instant. Même si la recherche est assez prometteuse. Il y a aussi toute la question de la fusion nucléaire qui, en fait, je ne suis pas scientifique, mais de ce que j'ai lu, est une reproduction de l'énergie solaire dans son noyau. Et donc, il y a un peu ce fantasme toujours de l'humanité de recréer cette énergie solaire qui est la source ultime, en fait, de toute forme d'énergie. Et surtout une source abondante. C'est pourquoi d'ailleurs Georges Bataille, qui est un philosophe assez connu, qui cite il part dans son livre La part maudite du soleil comme le premier exemple du luxe au sens d'une dépense improductive et surtout abondante. C'est-à-dire, le soleil, c'est quelque chose, c'est donné en abondance. Et nous, ça nous passe entre les doigts, quoi. Voilà. Donc, comment faire d'un mythe une réalité, j'allais dire, absolument pragmatique. Exactement. Vous en avez discuté avec des ingénieurs, des gens sont intéressés par votre travail là-dessus, vous avez eu des échanges? Et j'avais été invitée aussi dans un colloque justement où intervenaient pas mal de scientifiques et de spécialistes de l'énergie solaire, qui est une des alternatives aujourd'hui qui est envisagée pour les énergies propres, quoi. Après, voilà, on attend quelque chose qui soit assez efficace, à grande échelle. C'est toujours le même problème, ouais. Exactement. Mais c'est ce que j'entendais par valeur énergétique. Okay. Au sens de valeur, au sens de ce qui est désirable, en fait. C'est pas juste un fait de la nature qui est juste objectif comme ça qu'on peut observer, c'est quelque chose, le soleil est une valeur au sens quelque chose qui a pu être considéré comme désirable par l'humanité. Donc valeur énergétique, mais aussi valeur, vous le dites comme ça, je crois, valeur d'unité politique. Qu'est-ce que vous entendez par là? En quoi le soleil serait une valeur d'unité? Qu'est-ce que vous voulez dire par ce terme? J'en ai parlé à propos des cultes solaires, puisque les cultes solaires, en fait, comme j'ai dit, c'était... moi, je le vois vraiment, en tout cas dans ce que j'ai lu, comme une forme de stratégie politique pour unifier des disparités, pour unifier des particularités, c'est-à-dire des cultures qui peuvent être différentes. On instaure un culte solaire pour, comme j'ai dit, créer une forme de principe de légitimation dans lequel tout le monde va se reconnaître. Pour moi, c'est
c'est le sens, en tout cas, que peut prendre le soleil comme valeur politique, à mon avis, puisque, voilà. Après, bon, on pense évidemment au roi soleil et à d'autres, peut-être à d'autres dirigeants plus tard. Mais bon, j'ai essayé d'aller un peu plus loin dans l'histoire. Oui, c'était pas le temple du soleil de Tintin, ça m'a surpris ça. Non, c'est vrai, mais en fait, je me J'aurais suis dit que c'était peut-être un peu... Un peu trop évident. Voilà, je me suis dit qu'on m'attendait au tournant sur ça. Alors, on va essayer de finir le tour un peu de votre cartographie comme ça, de votre conceptualisation du soleil. Donc, je disais valeur énergétique, valeur d'unité politique, mais aussi valeur éthique. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment un idéal de vie. En quoi le soleil, pour vous, résonne avec l'éthique ? Alors, l'éthique au sens, en fait, au sens de qu'est-ce qu'une vie bonne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une vie qu'on a envie de vivre. Et je m'y suis intéressée d'un point de vue particulier. J'ai essayé de regarder toutes les utopies. Il y a toute une littérature d'utopies. Les utopies étant, par définition, des fictions. Donc, on connaît la fameuse utopie de Thomas More qui s'appelle Utopia. Qui a eu en fait beaucoup de prédécesseurs et de successeurs. Et donc une utopie par définition, c'est une fiction qui est en fait censée représenter une société humaine et surtout une société existante. Alors, Utopia, ça veut dire c'est un non-lieu en grec. Donc ça n'existe pas, mais on est censé imaginer que ça existe. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que, en fait, c'est la force de l'utopie, c'est-à-dire, quand on lit une utopie, on sait que ça n'existe pas, mais on se dit que ça pourrait exister. Et en fait, ça a d'autant plus de force que ça devient une sorte de contre-image ou de critique de la société actuelle. En fait, quand vous écrivez une utopie, à chaque fois, ça a une fonction critique en disant voilà ce qu'on devrait faire et voilà ce qu'on ne fait pas dans notre société. Alors souvent, on analyse les utopies d'un point de vue politique, c'est-à-dire souvent ce sont des sociétés égalitaristes, communistes, qui, par exemple, Utopia de Thomas More, qui abolissent la propriété privée et qui essayent de comprendre comment est-ce qu'on peut intégrer les individus de manière optimale dans une unité politique ou dans une société. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que souvent, quand on écrit une utopie, en fait, il y a des conditions environnementales, c'est-à-dire qu'on décrit un endroit. Et souvent, dans cet endroit, il fait beau. Alors, ça peut être anecdotique, mais il me semble quand même que ça dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a souvent des critères climatiques, topographiques, dans l'idée qu'on se fait du bonheur social. Et la lumière en fait partie. Et ça, en fait, moi, je me suis dit, donc je cite plusieurs exemples, je me suis dit que finalement, l'homme est incapable de penser le bonheur social indépendamment de certaines conditions climatiques et plus précisément de certaines conditions de lumière. Alors, je cite plusieurs exemples. Il y a les îles du Soleil de Jean Bull. Je cite aussi un épisode assez peu connu de l'Antiquité où vous avez un rebelle qui s'appelle Aristonikos qui en fait cherche à contester l'occupation romaine sur son territoire et qui crée une ville qui s'appelle Héliopolis, donc la cité du soleil, et il l'a créée avec en utilisant le soleil avec ce but évident qui est de dire ce sera la cité qui réunira les pauvres, tout le monde en fait, les pauvres, les esclaves, et qui aura cette visée universaliste et qui sera la cité heureuse. Donc vous avez pas mal d'utopies comme ça, et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir à quel point à chaque fois, on a cette idée, notamment dans les propos de Sénèque aussi, dont on parlait tout à l'heure, cette idée que la vie bonne, en fait, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas juste des principes. C'est-à-dire, on n'est pas juste en train de vous dire ce qu'il faut faire. Les vertus, comme dirait. Voilà, exactement, c'est pas...
c'est pas c'est pas une liste de principes, c'est quelque chose qui est profondément lié à un milieu et à une atmosphère. Et voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant d'analyser la vie bonne de ce point de vue. Alors, on n'a pas du tout évoqué dans cette histoire très longue, hein, où il y a toujours des allers-retours. Bon, l'histoire, l'importance du moment de la modernité. Vous citez beaucoup Descartes, qui avait écrit un traité du monde et de la lumière, qui n'est pas un hasard. Il parle de la lumière, donc il est dans cette révolution scientifique du XVIIe siècle, bon, qui conduit jusqu'à la philosophie des Lumières, qui est une philosophie de la lumière pour le coup. Comment vous pourriez indexer l'importance justement de la philosophie, disons, des Lumières du XVIIIe à l'importance du Soleil? En quoi elle est un élément central de son corpus? Alors, pour revenir d'abord à ce que vous avez dit sur la révolution de la modernité, donc souvent, quand on parle de la modernité, on parle d'une révolution à plusieurs niveaux, dans les arts, dans les sciences. Et dans les sciences, qui s'est passé, parmi les révolutions qui ont eu lieu, vous avez donc tout ce qui concerne la révolution scientifique, notamment la découverte, on dit, de l'héliocentrisme et de tout ce qui s'ensuit avec Galilée, etc. En fait, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir la modernité d'un autre point de vue. C'est-à-dire, souvent on dit la modernité, c'est la découverte que le Soleil est au centre et que nous ne sommes pas le centre de l'univers. En fait, déjà, l'héliocentrisme, il existait avant la modernité. Vous avez cette hypothèse déjà dès l'Antiquité. Avec Aristote de Samos, les Égyptiens aussi. Donc l'héliocentrisme de la modernité, en fait, pour moi, n'est pas une rupture, parce que ça existait avant. Pour moi, la modernité, c'est vraiment le moment où on se dit non pas le Soleil est au centre et toutes les planètes tournent autour, c'est plutôt, en fait, il n'y a pas le Soleil, il y a un Soleil. C'est-à-dire, notre Soleil est un Soleil parmi d'autres. Il y a plein d'autres soleils, et il y a plein d'autres systèmes solaires. Et en fait, c'est notamment ce que formule Giordano Bruno, qui a eu beaucoup d'intuition. Il dit, en fait, et c'est ça, moi, je pense, la naissance de la pensée moderne, de tout ce que vous allez trouver chez Pascal, et ensuite, de ce qui va infuser toutes les lumières, cette idée que l'espace est infini, que c'est pas du tout un espace fini comme on croyait, qui était bien ordonné géométriquement, symétrique, etc. En fait, l'espace est infini. Le Soleil n'est pas unique. Il y a plein d'autres soleils, il y a plein d'autres systèmes solaires. Cette hypothèse a posé plein de problèmes théologiques à Giordano Bruno, pour qui ça s'est très mal terminé. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la modernité est liée au Soleil et au fait que il n'y a pas qu'un seul soleil, il y a plusieurs soleils, et nous ne sommes plus le centre. Puisque si l'espace est infini, il n'y a plus de centre. Et donc, effondrement de cette idée que l'homme est la créature privilégiée d'un Dieu qui aurait tout prévu de toute éternité. Bref, l'homme se retrouve perdu en face d'un espace qui est étranger. Et c'est ce que dira ensuite Pascal. Pascal, dans une très belle pensée, dit l'espace, c'était quoi déjà, l'espace infini. Je me souviens plus, mais en gros, cet espace infini m'effraie. Et je pense que ça fait partie de cet ébranlement, en fait, qui ensuite a infusé dans les lumières de la raison cette fois. Et donc pas du soleil, évidemment, ça reste une image, mais qui partent, je pense, de cet ébranlement du fait que l'homme, en fait, n'est pas l'objet d'une destination divine ou d'un destin. Ou... En fait, peut-être que tout ça n'a pas de sens et que, voilà. Je pense que ça peut être intéressant de le voir de ce point de vue. Je parlais tout à l'heure, en début de rencontre, de ce que vous appelez le sentiment de midi, mais qu'on peut aussi appeler la pensée de midi. Et il y a un auteur important, je le citais rapidement tout à l'heure, c'est Nietzsche, qui, en effet, a conceptualisé, théorisé ça. Et vous racontez, enfin, je ne sais pas si vous le racontez, mais enfin, c'est un peu connu.
il va faire un séjour à Naples. Et il s'installe, et donc il est tourmenté, bon c'est Nietzsche quoi. Et il vient d'Allemagne, donc, voilà. Et il s'installe à Naples, face au Vésuve, il va à Ischia, dans les îles, etc. Et là il découvre une sorte de presque de renaissance, une sorte de vita nova, quelque chose de nouveau. Racontez-nous en quoi le soleil pour lui, enfin l'a sauvé quoi. Et d'une certaine manière a nourri un peu cette pensée du Midi. Alors en fait Nietzsche a été envoyé effectivement dans le sud. Parce qu'il était très malade. Comme beaucoup d'auteurs, en tout cas de gens qui ont vécu à cette période, vous aviez toute la médecine hygiénique qui en fait promouvait l'environnement et le soleil. Donc vous avez plein de cures, héliothérapiques, etc. avec cette idée que la médecine médicamenteuse est nocive. C'est une médecine chimique, c'est artificiel, il faut retourner à l'environnement et le mal va se guérir en étant dans un environnement favorable. Et donc Nietzsche part dans le sud, comme notamment le poète Yeats qui est malade aussi des poumons, qui va dans le sud, en Italie. À chaque fois on les envoie dans des endroits ensoleillés et plus chaleureux. Et il raconte effectivement que ça a été une révélation. Dans le sens où il le dit dans Le Gai Savoir et à d'autres endroits, pour lui, la lumière a été très importante. Il dit par exemple que c'est une des conditions de la sagesse et de la réflexion philosophique. Il dit qu'il y a 3 grandes choses importantes pour le philosophe, la grandeur, le calme et la lumière du soleil. Donc bon, voilà, en tout cas, c'est pas du tout l'idée qu'on se fait du philosophe qui est enfermé dans sa chambre, en train de méditer, enroulé sur lui-même, pas du tout. Kant, par exemple. Voilà, exactement, qui effectivement n'a pas fait ce séjour solaire. Et voilà, et Nietzsche, en fait, va écrire toute la dernière partie de son œuvre, toute la philosophie de l'esprit libre, en partant de cet environnement. Et le soleil est très présent dans Zarathustra, notamment. Donc c'est quelque chose qui a été très important pour lui, qui a été commenté et qui et des fois il a des passages un peu drôles où il dit je n'ai plus le cœur pour retourner dans le nord, mais j'ai assez d'esprit pour rester dans le sud. Enfin voilà, pour lui ça a été quelque chose à la fois je pense médicalement intéressant, mais aussi philosophiquement, puisque ça a été une forme d'ouverture vers un nouveau point de vue, quelque chose qu'il avait ignoré avant, quoi. Mais alors, qu'est-ce que vous faites sinon justement de la pensée qui vient du Nord, par exemple? Qu'est-ce que vous faites des Schopenhauer, des Kierkegaard, qui font des traités du désespoir, de la mélancolie, de l'anxiété? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est Oui. que est-ce que, à votre avis, c'est une question un peu naïve et directe et frontale, mais est-ce qu'il leur a manqué un peu de soleil dans leur vie, vous pensez? Alors, je ne sais pas si je tomberai dans... Parce que, disons que les choses sont multifactorielles, il y a plusieurs causes et c'est toujours difficile de savoir si le climat, en l'occurrence, a eu une influence sur les œuvres philosophiques de ces auteurs. Rassurez-nous, on peut être déprimé au soleil, ça existe aussi. Hein. Exactement. C'est-à-dire que on peut être au soleil et dans la misère, on peut être au soleil et dans la dépression. Et le soleil n'a pas toujours été associé au bonheur ou à des choses positives. Donc, ce serait un peu une vision presque de Montesquieu, quoi, de penser qu'effectivement, il y aurait une forme de géographie des philosophies, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de philosophes du Nord que du Sud. Même s'il y en a quelques-uns, évidemment, ils viennent beaucoup du Nord. Alors, est-ce que c'est à chaque fois le climat? Je ne sais pas. Mais il faut toujours se rappeler, effectivement, que, comme vous dites, on peut être triste au soleil et que le soleil, c'est pas simplement un principe de vie, c'est aussi un principe de mort, que c'est associé à la mort et que c'est aussi associé à tout ce qui n'a pas de sens. Je pense pour ceux qui ont lu Camus, au personnage de Meursault, qui, quand on lui demande pourquoi il a tué, dit c'est parce qu'il faisait chaud. Et le soleil est très présent dans cette scène de meurtre.
Et je pense que, bon, en tout cas, Camus, par exemple, qui est souvent cité comme le représentant de la pensée méditerranéenne, quelque chose d'assez positif, en fait, Camus n'a pas omis le fait que la lumière du soleil, c'est aussi quelque chose qui peut être associé à la mort et à l'absurdité, comme je disais, c'est-à-dire à ce qui n'a pas de sens. C'est-à-dire, le soleil brille, c'est un fait. Il n'y a pas de sens à chercher à ça. Et Camus, je pense qu'il a été très sensible à juste restituer le monde sans les projections des hommes, sans le sens qu'on essaye à chaque fois de projeter. Juste le monde dans son silence. Et il n'y a rien de mieux qu'un paysage au soleil pour parler de quelque chose qui n'a pas de transcendance, en fait, qui n'a pas de sens particulier et qui peut être absurde. Je pense que c'est un peu le message qu'il véhicule dans cette œuvre. Vous le citez d'ailleurs dans votre livre, en exergue de votre livre. Hein, Oui. vous prenez un passage de Noce, de son texte de 1959, où Camus dit il y a de quoi ce soleil, cette mer, mon cœur bondissant de jeunesse, mon corps au goût de sel et l'immense décor où la tendresse et la gloire se rencontrent dans le jaune et le bleu. C'est à conquérir cela qu'il me faut appliquer ma force et mes ressources. Oui, et c'est un super passage magnifique qui d'ailleurs... Enfin, je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai omis ça, mais la lecture de Noce, de Camus, qui est une œuvre de jeunesse, il a 26 ans, m'a beaucoup inspirée pour ce livre, parce que c'est un éloge de son Algérie, de Tipasa, et je me suis beaucoup retrouvée, ça a beaucoup eu d'écho en moi, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un peu un compte-rendu historique et plus objectif de ça. Et ce passage est très beau. Il dit aussi donc dans ce paysage ensoleillé, j'aurai conscience contre tous les préjugés d'accomplir une vérité qui sera celle du soleil, mais qui sera aussi celle de ma mort. Et j'ai trouvé que c'est magnifique parce que il dit pas en fait, c'est pas la vérité des philosophes qui cherchent, c'est pas la vérité de Platon, l'idée intelligible de la caverne. C'est une autre forme de vérité. Et quand il parle de la mort, il dit pas la mort, il dit ma mort. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qu'il va chercher dans ce paysage, c'est de mourir à lui-même pour juste restituer le sens de ce monde non, pas le sens, l'existence de ce monde qui est juste silencieux, quoi. Et qui n'a pas forcément de sens et c'est tout l'absurde de Camus. Et je trouve que c'est très beau. C'est un auteur en fait qui traverse le livre avec Valérie aussi, que vous citez quand même assez souvent. Absolument, oui. Ouais. Valérie. Il y a une idée que je trouve intéressante aussi, que je voudrais vous entendre là-dessus, c'est l'idée que le soleil va mourir. En fait, le soleil vieillit. C'est une idée qui est un peu bizarre quand on en prend conscience, et qu'en gros on estime, je ne sais pas comment on peut le faire ça, mais qu'il va exploser dans 4,5 milliards d'années. Donc le soleil va s'éteindre. Comment alors vous citez beaucoup un passage du philosophe Jean-François Lyotard, qui a travaillé là-dessus sur cette hypothèse de la fin de la lumière, qui pour lui est comment dire, le motif absolu de la pensée, quoi. C'est savoir que le soleil va disparaître. Comment on peut appréhender cet enjeu-là, cet horizon, entre guillemets ? En fait, je me dis que souvent on parle de la fin du monde, ouais. Mais même dans l'histoire. On peut penser à Mélancolia, par exemple, de Lars von Trier, qui était le film, par exemple, qui est... en fait, d'un point de vue historique, souvent la fin du monde, c'est l'apocalypse ou la fin du monde qui est énoncée par les institutions religieuses. Donc, c'est la fin de l'humanité, en fait. Mais à chaque fois, cette fin du monde, elle est rédimée, elle trouve un lendemain, qui est l'au-delà ou autre chose. Sauf que la fin du soleil, c'est la fin de tout. Ouais. En tout cas de l'humanité telle que nous on la connaît. S'il y a d'autres êtres dans l'univers, mais en tout cas de notre humanité, c'est un peu le message de Jean-François Lyotard. Il dit le soleil, c'est pas du tout quelque chose d'éternel, même s'il n'est qu'à la moitié de sa vie, plus ou moins, puisque il faut s'imaginer un homme de 40 ans ayant une espérance de vie de 80 ans.
Donc, bon, on a le temps. Et d'ici là, on aura peut-être aussi le temps de s'autodétruire en tant qu'humanité. Donc, ça, c'est quasiment sûr. Voilà, donc, bon, c'est pas... En fait, ça reste une vision poétique et un peu belle parce que, enfin, plus sérieusement, on se dit, la fin, elle arrivera autrement, je pense. Mais voilà, pas sans être catastrophiste ou... Alors justement, en parlant de fin, aujourd'hui, l'un des grands enjeux de notre présence, c'est la question du réchauffement climatique. Comment vous l'intégrez dans votre réflexion sur le Soleil? Parce que le Soleil, il nous pose des problèmes aussi. C'est pas lui tout seul, mais à Oui. coup de donne. Donc, comment vous arrivez à articuler cet enjeu-là? Alors, en fait, ce que j'essaye de défendre, c'est que si on réfléchit au réchauffement climatique, le Soleil n'est pas, bizarrement, paradoxalement, le coupable, dans le sens où c'est d'abord l'homme qui, par ses moyens techniques et par le progrès technique et toutes ses conséquences, va entraîner une sorte d'exaspération des effets du Soleil sur l'humanité, ou voilà, d'exacerbation. Et donc, je pense que c'est d'abord le progrès technique humain qui cause tous ces problèmes de réchauffement climatique. Donc, voilà, bon, j'essaie de défendre un peu le Soleil de ce point de vue. Après, vous avez raison, c'est la cause, l'origine, quoi, évidemment. Mais, Donc on voit bien quand même dans votre travail que le Soleil, voilà, on le prend par tous les bouts. Hein. Il a des vertus éthiques, politiques, énergétiques, sociales, mythiques. C'est quand même un sujet, j'allais dire, inépuisable. Et de tout point de vue là, c'est stimulant. Donc vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, des interpellations. N'hésitez pas, monsieur. Je reviens sur le dernier point. Effectivement, le Soleil n'est absolument pas coupable dans le réchauffement climatique. Hein. C'est tout simplement l'atmosphère. L'atmosphère est composée de plusieurs gaz. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas ces gaz, on ne pourrait pas vivre sur Terre. Hein. Voilà, exactement. C'est ce que... Et il y a maintenant un excès de CO2. C'est cet excès de CO2 qui cause ces effets. Hein. Oui. Bah, oui, voilà, ça paraît paradoxal, mais vous avez raison. Premier point. Deuxième point. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire parce que j'ai trouvé tout ça passionnant. Je vais faire une boutade et puis je vais m'en constater là. Parmi tous les philosophes qui ont parlé du Soleil, vous avez oublié une très importante. Madame Nicoletta, qui a fait cette merveilleuse chanson. Mort le Soleil. Il est mort le Soleil. Hein. J'ai Bien fait sûr. un jeu de mots dans un papier que j'ai fait. Il n'est pas mort le Soleil. Troisième point, vous avez parlé au début de la lumière, les valeurs transcendantales. Hein. Mais ceux qui ont pensé à ça, ce sont ceux qui ont construit les cathédrales gothiques. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument, il y a un chapitre... Ils ont fait, ils se sont dit, il faut que dans ces édifices, il n'y a pas que de la pierre, et il faut qu'il y ait des vitraux pour que le soleil, la valeur du Christ, la lumière de la vie éternelle, etc., dans la notion fondamentale. Parce qu'avant, l'homme, l'habitat de l'homme, au contraire, il fallait se calfeutrer du froid, du chaud, donc il y avait effectivement il y avait très peu de fenêtres, et puis une porte et très peu de fenêtres. Et vous avez tout à fait raison de me rappeler que... Quatrième point, après j'arrête. Vous avez parlé effectivement pourquoi l'homme n'a pas pensé beaucoup plus tôt à prendre l'énergie du soleil. Alors, il a pensé à l'eau, il a pensé au vent, hein, il n'a jamais pensé au soleil. Ouais, on se demande pourquoi. Ouais. Pourquoi il s'y met maintenant, oui, on peut se poser la question. Et oui, parce que en fait, c'est très difficile techniquement. Et pour revenir aux cathédrales, vous faites bien de me rappeler que c'est très intéressant d'en parler. Et j'en parle un petit peu dans le livre, notamment de tout l'art de ceux qui ont construit les cathédrales en utilisant le soleil, notamment dans l'orientation des cathédrales et des chapelles, à chaque fois pour que le soleil tombe sur l'autel le jour du saint auquel est dédiée l'église. Il y a toute une sagesse de la lumière qu'on a oubliée et qui est passionnante. Alors, je trouve très, très intéressante, notamment liée au fait que le Christ est associé à la lumière. Vous savez que le 25 décembre, c'est le solstice d'hiver, qu'on reprend en fait les fêtes romaines et qu'en fait, à chaque fois, c'est une histoire cosmologique. Oui, mais les églises sont orientées vers l'Est, puisque c'est la lumière du Christ qui vient délivrer l'homme des ténèbres de la nuit. Hein. Exactement. Bon,
Merci. Voilà. Merci. Mademoiselle, non, madame, pardon. Oui, bonsoir. Merci pour cette passionnante approche. J'ai découvert par hasard la conférence hier, donc j'ai hâte de lire le livre. Vous en parlez peut-être dans le livre, mais ce soir, vous n'avez pas mentionné... mince, ça s'appelle Le philosophe. Ça commence par un H, ça y est, je l'ai appelé. Un H en français? Non, non. Le soleil est... Enfin, qui parle des rythmes du soleil, mais du coup aussi du soleil. Héraclite. Voilà, ça y est, Ah oui, ça y est. d'accord. Oui, Ça me vient. Qui a un double... Cité, il me semble. oui. Oui, alors Il y a un j'ai double dû- sens, en fait, Mhm. dans sa pensée. Alors, je ne l'ai pas lu, le livre où il en parle, mais peut-être que vous... Alors, est-ce que vous vous référez à toute Le l'idée... soleil est nouveau chaque jour. Ah oui. Il y a aussi, il coûte le jour, en fait. Il y a une double... Ah oui, d'accord. Alors, je crois que je cite dans le livre, mais je ne me souviens plus à quelle occasion. Mais je me souviens pas de tout. Mais oui, c'est intéressant en tout cas de se pencher sur toute la philosophie antique parce que ils en parlent énormément et sous divers aspects, notamment à chaque fois, par exemple, ils parlent de l'embrasement du monde, l'idée que le monde va se terminer dans le feu, l'explosion du soleil, etc. Donc, ouais, ça peut être intéressant d'analyser ce... Ça me fait juste rebondir juste sur parce qu'on en a à peine abordé tout à l'heure, la question de la méthode de votre travail. Vous avez travaillé comment concrètement sur ce sujet-là? Parce que vous avez travaillé comme historien Bonne de la question. philosophie, mais vous avez fait, enfin, c'est une enquête d'une certaine manière. Vous direz que c'est Oui. une enquête, ouais. Vous assumez ce mot-là, par exemple? Oui, parce Ouais. que, en fait, pour répondre à une de vos questions tout à l'heure, il n'y a pas... En fait, le soleil, tout le monde en parle, plus ou moins, mais il n'y a pas... Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'œuvre qui compilait un peu tous ces savoirs dans une approche un peu généraliste. Et donc, effectivement, ça a été une enquête. C'est-à-dire que je vais autant plonger dans l'abbé Sugère et les cathédrales que, je sais pas moi, le mythe de Prométhée, que je sais pas, toute la littérature sur l'architecture, sur Nietzsche. Donc, c'est pas du tout exhaustif dans le sens où on pourrait parler encore. Et en plus, moi, je me concentre que sur l'Occident. Donc, on peut faire un tome 2 sur l'Orient. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais oui, donc ça a été vraiment un travail d'enquête. À chaque fois que je voyais un possible angle, bibliothèque, et on va lire un peu en masse sur ce sujet. Vous qui avez grandi au soleil, c'est quoi votre heure préférée au soleil? Le soleil matinal, le soleil du midi, le soleil de fin de journée, le crépuscule? C'est quoi pour vous le plus beau? En tout cas, c'est pas le soleil du zénith. Mhm. Parce Dur, celui-là. que, enfin, c'est d'ailleurs pas le soleil photographique, dans le sens où je trouve que le soleil, soit de début de journée, soit de fin de journée, est beaucoup plus Doux. Oui, et en fait, on le voit. Enfin, bizarrement, Mhm. comme il est moins intense et qu'il crame moins les choses, on le voit. Mhm. Et donc, oui, beaucoup plus ces périodes-là. Je peux me permettre juste un petit ajout. Le soleil, c'est la lumière, c'est le symbole suprême. Et je voulais vous informer qu'il y a une journée internationale de la lumière le 16 mai. Ah, très Proclamée intéressant. par l'UNESCO depuis, ça va être D'accord. la 5e, 6e année. Non, depuis 2018. Et c'est vrai que c'est à la fois un fait, mais c'est très métaphysique aussi comme approche. Ah oui, qui est... D'où le manque de synthétiser, en fait. C'est très compliqué de synthétiser, parce que dans toutes les cultures, chaque village a ses propres rites, ses propres cultes. Alors certains disparaissent, d'autres perdurent, mais d'autres se transforment avec la modernité. Moi, je suis artiste, donc la lumière dans l'art, aujourd'hui, on est quand même très proche des technologies. On a oublié un peu le côté analogue et on est dans le côté très digital avec la lumière. Donc, ça évolue en permanence, notre perception, et en même temps, on est toujours très fasciné par les mythes, voilà, actuellement, vous avez sur Arte plein de documentaires sur les enfants du soleil, donc les civilisations latines.
Voilà, il faudrait plusieurs tomes. Hein. Moi, Ouais. Ouais. Donc, l'idée de la Journée de la Lumière, c'est un peu ça, c'est de rassembler tous les acteurs, donc le côté scientifique, artistique, sociologique. Alors, les philosophes ont un peu, j'ai l'impression, invitez-la. un peu délaissé. Donc, merci de remettre un peu où ils se l'approprient, mais dans l'autre sens. Voilà, C'est à l'UNESCO, donc. C'est à l'UNESCO, ça. Alors, l'UNESCO, tout le monde peut y contribuer. D'accord. Donc, Ok. Bah, on personnellement, connaissait j'ai initié l'idée il y a 8 ans. Très bonne idée. Et donc, c'est là la difficulté, c'est que ça parle à tout le monde et en même temps, on a tous nos propres. On vient avec nos propres bagages. Oui. Et c'est pas facile de trouver cette. Alors, l'art arrive à le faire. Voilà. Et puis, voilà, votre approche, je trouve qu'elle est parfaite. Vraiment, félicitations d'abord. Vous alliez et l'énergie, enfin voilà, l'aspect technologique et la lumière intellectuelle, mais aussi peut-être ajouter un peu de l'artistique. Voilà. On est les premiers à donner à voir, mais on n'est pas forcément interrogés pour en parler. Et les perceptions. Merci. Alors, voilà. On a peu... Je m'arrête. Il y avait madame là, Merci. et on vous donne la parole après. Madame, je vous en prie. Bah, moi, je vais être un peu complémentaire à madame, parce que j'ai lu le livre et je vous recommande vraiment de le lire et qu'il est aussi brillant que la présentation que vous nous avez faite. Merci beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'articulation que vous avez fait vraiment entre les différents temps que vous avez introduit entre l'antique, le classique, le moderne et basé sur l'Occident. Et il y avait une phrase qui m'a interpellée en page 122. Si vous permettez que je peux la lire, et j'aurai 2 questions par rapport à cette phrase. Les anciens cherchaient le sens dans les étoiles. L'homme moderne le cherche en lui. Je voulais savoir si c'était par rapport à l'homme moderne cherche en lui, qu'est-ce que vous vouliez entendre, votre point de vue. Et je voulais aussi savoir si vous pouvez le mettre en relation avec un auteur et un philosophe que moi-même, je n'ai pas compris, mais que peut-être vous auriez compris, c'est Bruno Latour et son ouvrage « Nous n'avons jamais été modernes ». Alors, merci pour cette citation. En fait, c'est en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, dans le sens où les anciens cherchent le sens dans les étoiles, au sens où, selon eux, tout est lié. En fait, quand on arrive à la modernité, comme l'homme perd le sens, puisque l'espace est infini, et qu'en fait, tout n'est pas aussi ordonné qu'on le croyait. Vous voyez, par exemple, avant, les anciens pensaient qu'il y avait l'espace sublunaire, l'espace supralunaire, que dans l'espace supralunaire, c'est Aristote qui dit ça, tout était éternel, tout est parfait. En fait, ça, tout tombe à la modernité. Donc, en fait, ce qu'on croyait être parfait, ce qu'on croyait être l'image de la divinité, en fait, est aussi physique que ce qu'on trouve sur la Terre. Et que en fait, l'espace, c'est autant un lieu périssable que la Terre. En fait, ce que je dis, c'est que on cherche plus le sens dans les étoiles. L'homme se tourne vers lui-même. Et ça peut être intéressant d'amorcer une réflexion sur l'humanisme. Est-ce que l'humanisme n'est pas aussi né de cette dépréciation, ou de cette dépréciation, oui, de cette perte de sens de l'espace et de cet ordre qui était censé être parfait. Après, je vous avoue, j'ai pas lu Bruno Latour, qui est une chose à corriger. Mais il est sur ma cheminée, mais je n'ai pas encore lu, donc je ne saurais pas vous répondre. Vous aviez une question ? Merci à vous. Ben, merci. Sur le soleil, comme énergie, comme inspiration aussi. Je voulais ajouter à l'intervention précédente qu'il y a une commissaire d'exposition qui s'appelle Léa Audinck, qui a... Je la connais, oui. Ah, d'accord. Donc, vous êtes allé voir l'exposition ? Oui, okay. Et que j'ai rencontré aussi. D'accord. Super. Okay. Donc, exposition qui s'achève dimanche et qui s'appelle Plein Feu et qui est super, très inspirée de votre ouvrage. Voilà. Elle est où cette exposition ? Alors, elle est dans un lieu qui s'appelle La Chapelle à Clairefontaine, donc dans les Yvelines. Okay. Voilà, c'est très, très, très joli. C'est proche de Rambouillet. Et bon, on y trouve des œuvres d'art, mais aussi, par exemple, la parabole solaire du Low-Tech Lab, voilà, qui est assez impressionnante. Il y a de super œuvres et effectivement, on en avait parlé avec Léa
merci de le rappeler, parce que c'est les derniers jours là, donc. Oui. Monsieur, vous vouliez prendre Non, non. Bon, bah écoute. Ah, oui, vous en prie. C'est plus une question personnelle. Dans votre parcours philosophique, vous aviez étudié, je sais pas, pendant le master ou la grecque, des philosophes qui avaient un rapport au soleil déjà, ou c'est après que vous êtes penché sur Nietzsche et son rapport au soleil? Non, c'est après. En fait, oui, c'est plutôt après. Moi, en fait, c'est né d'abord d'un intérêt plutôt littéraire pour Camus, pour Jacqueline Romy, pour Giono, qui sont Marcel Pagnol, qui sont des auteurs du Sud et qui ont cette sensibilité. Je me souviens de cette phrase de Jacqueline Romigny qui dit « Nous avons oublié de voir la lumière ». Elle est très sensible à la lumière, elle en parle tout le temps, complètement obsessionnelle. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a des gens aussi obsessionnels que moi. Mais d'abord, c'était un intérêt plutôt littéraire, parce que moi, pendant mes études, j'ai plutôt travaillé sur Simone Weil. Nietzsche, je connais un peu. Et sur Spinoza. Donc, pas grand-chose à voir. Ok. Et je rebondis sur, vous parlez d'inspiration littéraire. Après, c'est mes recherches personnelles, mais j'ai l'impression dans la fin des années 20, début 30, notamment chez Bataille et Georges Limbourg, qui a sorti un recueil de poèmes qui s'appelle Soleil bas, et vous parlez que vous aimez bien les soleils, justement. Ah d'accord, je regarderai. Pas l'horizon. Et je sais pas, j'ai l'impression, enfin moi c'est pour moi, il y a quand même une espèce de thème ou source d'inspiration du soleil pour que ce soit Dali ou enfin les peintures qui fondent ou enfin je sais pas si. Ah oui, clairement, mais il y a moult inspiration dans l'art. Je pensais aux impressionnistes, mais évidemment Dali et tous ces auteurs-là. Enfin, je n'ai pas très bien compris l'œuvre que vous avez citée de poèmes. Comment? Le Soleil non, bas. Le Soleil bas, c'est Georges Limbourg. D'accord, très bien, C'est un merci. recueil. Et dans le bouquin, il y a aussi Enfant polaire. Enfin, il y a toujours un rapport un peu au pôle, tout ça. D'accord, merci. Bien, bah écoutez, on va s'arrêter là. Mais merci infiniment, Emma Merci. Karenini. Encore bravo. Et donc, je rappelle le titre de votre livre qui est donc paru il y a quelques mois au Pommier, Soleil, mythe, histoire et société. Voilà. Si vous voulez tout savoir sur le sujet, il faut acheter ce livre. Et merci infiniment à vous tous, toutes, et à très bientôt. Bonne soirée.